Ouais, comme Tony le disait, le but de cette session et cette dernière, ça va être une session qu'on a déjà couvert avec Loïc sur certains événements récents avec SAP. Ça va être de se concentrer vraiment sur le cycle de vie de la donnée et d'être capable de faire ce qu'on appelle du data lineage, end-to-end, donc de data services jusqu'à business objects aux rapports finaux qui peuvent être consommés par nos utilisateurs. OK. Loïc, je pense qu'on peut. Parfait. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà clarifier certains aspects. Déjà en termes de définition, alors l'aspect métadonnées, métadata, c'est quelque chose, je pense, que vous maîtrisez. Je vais surtout me concentrer sur la partie BI sur BI et BI sur ETL. BI sur BI, bon, je vois parmi les participants un grand nombre de personnes qui nous connaissent, qui utilisent certaines de nos solutions, Eyes, View et autres. C'est des notions sur lesquelles vous êtes, je pense, déjà assez familier. La BI sur BI, c'est vraiment cette capacité à faire de l'analytique sur une application BI. Aujourd'hui, ce qu'on fait depuis 2007 sur Business Objects. La BI sur ETL, c'est quelque chose, on va dire, de plus récent. C'est une notion qu'on a intégrée à notre mission auprès des différentes organisations avec qui on travaille. Ça va être la capacité de faire de l'analytique sur l'ETL pour SAP, donc aujourd'hui Data Services. OK, donc BI sur BI, BI sur ETL, notre capacité à pouvoir intervenir sur Business Objects et sur Data Services. Les points aujourd'hui qu'on va voir avec Loïc, qu'on va vraiment essayer de décortiquer pour vous tous, forcément, on se concentrera beaucoup sur Data Services, c'est l'aspect nouveauté. On n'oubliera absolument pas la partie Business Objects pour ceux qui découvrent un peu cette partie aujourd'hui. Mais ça va être vraiment d'aller comprendre comment, grâce à 360, on est capable d'extraire la métadonnée, de la documenter, de la cataloguer pour en garder un aspect historique dans le temps et d'en faire des comparaisons, mais aussi la possibilité de pouvoir facilement faire de l'analyse d'impact. Ça, c'est vraiment un aspect, j'entendais justement sur la session d'avant Patrick qui parlait de sa carrière, de différents retours qu'on avait pu avoir de certains clients. L'analyse d'impact, ça rentre dans un grand process de qualité pour chaque personne qui intervient sur de la BI ou même de l'ETL. Donc voilà. Et aussi forcément l'utilisation et la non-utilisation sur la plateforme. Donc ce sont tous ces points qu'on va balayer aujourd'hui avec Loïc. Et d'ailleurs, l'un des premiers, ça va être de comprendre aujourd'hui comment on fait, alors sur Business Objects, pour aller justement récupérer toutes ces métadonnées, aussi sur Data Services. Alors, sur Business Objects, avec notre solution 360 Eyes, eh ben, on va déjà directement s'appuyer sur des données de l'auditeur, de Business Objects, du File Store et de la CMS. Sur 360 Eyes pour Data Services, là, on va directement s'appuyer sur des répertoires locaux qui vont nous donner accès à toutes ces métadonnées. Une fois qu'on les a récupérés, on va tout stocker dans des data marts. Et ensuite, en passant par des univers, on va avoir la possibilité de créer des rapports, ce qui va nous permettre de faciliter en tout cas toute la consommation et l'étude faite sur ces différentes données qu'on a pu récupérer. Data Services, je ne vais pas balayer les différentes forces et avantages de cette ETL proposée par SAP. Là, sur cette partie-là, ce qui me semble important, et ça va être pour vous tous avoir cette information, toutes les solutions 360 aujourd'hui que l'on propose sont certifiées par SAP. Cette certification, elle offre quelques avantages. Déjà, pour nous, d'avoir la possibilité de mettre à jour nos solutions avant même que les versions proposées par SAP, que ce soit sur Business Objects ou même sur Data Services, soient proposées au grand public. Dans les sessions précédentes, on a pu voir notamment cette migration et on a pu parler de la nouvelle version à venir de Business Objects 4.3 SP2. Les solutions 360 seront fonctionnelles sur cette nouvelle version lorsqu'elle sortira. Sur Data Services, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, la version 4.2 de Data Services, on la supporte avec notre solution Eyes pour Data Services. La 4.3 qui arrivera, alors je n'ai pas la date exacte en tête, je pense qu'on sera autour du premier trimestre 2022. Lorsqu'elle arrivera, cette version, on sera aussi en mesure de la supporter avec notre solution 360 Eyes pour Data Services.
Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je dirais aujourd'hui sur Data Services, exactement comme sur Business Objects, on va retrouver une série de planifications. Et le point clé avec 360, et en tout cas la réponse qu'on souhaite donner aux différents clients qui nous sollicitent dessus, ça va être de pouvoir tracer, suivre l'activité de ces différentes planifications et surtout de pouvoir l'historiser dans le temps. Aujourd'hui, c'est quelque chose nativement, SAP ne propose pas sur Data Services, c'est quelque chose avec 360 Eyes pour Data Services qu'on va chercher justement à compléter. Parfait, merci Loïc. Vous comprendrez, c'est Loïc qui gère les slides, donc de temps en temps, il faut simplement un petit temps d'adaptation. En termes d'historisation et de suivi des activités, il y a un élément déjà qui est assez important. Ça va être, de pouvoir, et d'ailleurs ça a été remonté par beaucoup de personnes de la communauté Data Services et même de nos clients, c'est aujourd'hui un gros challenge de pouvoir suivre et d'historiser ces différentes activités. Aujourd'hui, nous, on va être aussi capable, dans le cadre d'un data flow, de pouvoir identifier et d'extraire un tas de données dessus et de pouvoir justement l'historiser, le cataloguer dans le temps. En allant même encore plus loin, ces data flows-là, on a la possibilité de faire de l'analyse d'impact. Alors tout ça, je le répète, c'est à titre un peu introductif. Un peu plus tard dans la session, Loïc pourra vraiment s'appuyer sur ce que je présente maintenant pour aller un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on est capable de faire. Mais en tout cas, en termes d'analyse d'impact, encore une fois, sur ces différents data flows, on a la possibilité, lorsqu'on en fait des modifications, de suivre toute la chaîne de répercussion et d'identifier les univers ou même les rapports finaux qui pourraient être impactés par ces différentes modifications. Alors, un autre challenge clé qui nous a été remonté par nos clients, c'est la performance. Attention, ce point performance, on va souvent le répéter pendant la session et j'ai même envie de dire que c'est quelque chose de plus en plus en ce moment, alors encore plus sur la partie migration sur le cloud, mais de plus en plus on nous en parle. Sur l'aspect performance, aujourd'hui, Data Services ne propose rien qui puisse permettre de comprendre ce qui pourrait impacter la performance de certains workflows ou transformations sur Data Services. Aujourd'hui, avec 360 Eyes pour Data Services, on va être capable justement d'aller identifier ce qui potentiellement pourrait causer une lenteur particulière dans cette transformation. Comme par exemple, aller récupérer le nombre de lignes qui ont été traitées dans cette transformation. Okay. L'idée derrière, c'est d'avoir la confirmation que oui, cette lenteur est soit normale ou du moins justifiée, ou si elle est injustifiée, qu'est-ce qui pourrait le justifier en fonction de prendre certaines actions pour justement répondre à ce sujet et en tout cas solutionner ce problème. Loïc, je pense que dessus, en tout cas sur cette slide, tu aimerais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on est capable d'extraire en termes de métadonnées sur Data Services. Oui, c'était voilà, une introduction vraiment parfaite pour la matière. Ce que vous avez actuellement là à l'écran, c'est une sorte d'organigramme en fait de ce qu'est Data Services en termes de métadonnées. Donc vous avez effectivement des projets, ces projets peuvent être exécutés de façon ad hoc ou de façon planifiée. Ce que vous créez sont des workflows qui intègrent des data flows et donc dans ces data flows, vous avez énormément d'éléments. Vous avez forcément des sources et des cibles. Vous avez entre deux donc une série de transformations dont vous avez ici une liste. Et tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va être capable d'extraire. Donc, comme le disait à très juste titre tout à l'heure Sacha, on va créer une sorte de data mart de vos métadonnées Data Services et on fera exactement la même chose d'ailleurs côté BO. Et ces informations donc, vont être extraites de la plateforme depuis donc, les répertoires locaux. Et c'est cette information que vous allez après pouvoir requêter à travers donc, les univers que l'on fournit si vous souhaitez faire une restitution depuis BO. Après, si vous souhaitez faire une restitution depuis un autre outil BI, pourquoi pas, vous aurez effectivement ce data mart à disposition. On extrait aussi d'ailleurs les data stores, comme vous pouvez le voir sur la partie haute à droite. Donc ça, c'est ce que l'outil aujourd'hui est capable de vous apporter en termes de métadonnées. La liste en soi n'est pas figée dans le marbre.
si vous avez des choses qui n'apparaissent peut-être pas à l'écran aujourd'hui et que vous souhaitez voir extraire, on peut effectivement mener une, une analyse pour voir si on est capable de le faire et si oui, quand est-ce qu'on serait capable de fournir ces éléments-là. Mais notre outil est assez évolutif. On est, si vous nous connaissez, assez, assez bon hein, dans l'innovation. On a des releases qui sont fournis tous les trimestres, qui améliorent nos solutions. Et dans le cadre de l'amélioration, souvent on fait aussi de l'ajout de fonctionnalités ou de l'ajout de nouvelles extractions. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, à date, ce sont ces informations qu'on est capable d'extraire pour vous, d'agréger dans un univers pour que vous puissiez très rapidement auditer ces informations. Super. Merci beaucoup Loïc pour cette clarification. Alors, maintenant que là, je veux dire, les présentations sont faites, l'introduction faite, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et ensemble comprendre exactement quel est notre champ d'action grâce à 360, à la fois sur Business Objects et sur Data Services. Mais vous l'avez compris, aujourd'hui, on est vraiment capable d'identifier et de pouvoir répondre à des points vraiment clés sur ces deux technologies, à la fois de pouvoir cataloguer l'activité en ayant fait une extraction au préalable, de faire de l'analyse d'impact et donc du lignage, encore une fois, de Data Services jusque Business Objects et à la consommation des utilisateurs sur différents rapports, la sécurité, l'activité ou du moins l'usage et le non-usage, les différentes planifications, l'historique, enfin bref. Un tas d'informations aujourd'hui qui permettent vraiment de répondre à des points clés et des éléments aujourd'hui sur lesquels il n'y a pas de solution ou en tout cas il n'y a pas d'information dessus. Dans un premier temps, avec Loïc, on va beaucoup se concentrer sur Business Objects, toute notre force d'extraction et de documentation sur Business Objects et Data Services. Dans un second temps, on passera sur la partie analyse d'impact, ce qui permettra vraiment de mettre bout à bout toutes les informations pour vous donner un maximum d'informations et d'éléments qui répondent à la question comment aujourd'hui on est capable de proposer du data lignage. Alors, sur cette première partie, Loïc, je te laisserai peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette extraction sur Business Objects. Oui, donc en fait, ce que vous allez voir à partir de maintenant, ce sont des exemples, des extractions de rapports que l'on fournit clé en main avec nos deux solutions, hein, donc AS pour Business Object et AS pour Data Services. Et donc ici, dans ce premier exemple, on a un exemple de rapport qui peut servir donc de data catalogue en quelque sorte de vos objets d'univers. Et donc on peut voir dans ce rapport qu'on va lister pour un univers en particulier tous les objets qui sont à l'intérieur de cet univers avec voilà, les informations assez détaillées. Hein. Bon, on a l'object select, on a l'object where si jamais il devait y en avoir. Donc vous avez toutes ces informations qui sont à votre disposition. Donc ce rapport est fourni clé en main avec l'outil, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à générer l'extraction des métadonnées nécessaires et après rafraîchir ce rapport avec votre extraction, puisque donc c'est une analyse qui se fait par extraction, ce n'est pas une analyse en temps réel. Et donc cette information vous sera donc affichée comme telle dans le rapport. Libre à vous, bien entendu, de modifier ce rapport. Donc si vous souhaitez ajouter du détail ou au contraire agréger, vous avez toute liberté pour le faire, puisque les rapports que nous fournissons donc utilisent des rapports des univers que nous fournissons également. Et vous avez cumulé plus de 1000 objets d'univers à peu près à votre disposition entre les objets provenant de Business Object et ceux de Data Services cumulés. Donc voilà, vous avez vraiment une variété d'informations. Donc forcément, nous, on va vous livrer des rapports clés en main pour que vous puissiez avoir un démarrage rapide. Et puis les rapports qu'on fournit clés en main sont souvent les rapports les plus souvent consultés, puisque Sacha le disait, côté Business Object, on fait ça quand même depuis très longtemps, depuis 2007. Donc on a quand même beaucoup de retours terrain. Donc on a construit des rapports assez bien ficelés pour voilà, les 80-20, hein, les réponses qui revenaient le plus souvent. Et pour le reste, justement, vous avez après toute la liberté d'utiliser dans donc, le data mart qu'on aura créé pour vous, les informations qui vous intéressent pour aller plus dans le détail, plus dans dans la particularité qui vous intéresse. Merci beaucoup Loïc. Aujourd'hui, sur Data Services, on est aussi capable de faire de l'extraction. On en parlait justement. Sur cet exemple, est-ce que tu peux nous détailler ce point? Oui, donc là, on a à peu près
le même esprit, mais côté data services. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici, pour un, pour un data flow particulier, bah, on documente la source et puis on va documenter un peu plus en détail la cible avec tous les objets, hein, tous les champs qui ont été dans ce data flow. Et puis, on a la partie transformation. Donc, pareil, imaginez si vous avez un certain nombre de transformations, vous pouvez les lister également ici. Donc là, on a une sorte de documentation avec également les sources et les transformations qui s'opèrent sur les différents champs. Voilà, encore une fois. L'idée, c'est d'afficher les informations, de les avoir à disposition pour voilà, des cas d'audit ou même des cas d'historisation. Donc c'est un rapport pareil qui est livré clé en main avec la solution. Donc la seule chose à faire, c'est encore une fois d'extraire les métadonnées depuis Data Services, donc grâce aux programmes qui sont bien entendu fournis avec la solution. Ça va venir alimenter votre Data Mart Data Services et après on rafraîchit le rapport Webi mis à disposition avec les informations contenues donc dans votre Data Mart. Super. Alors ce rapport-là, oui, en effet, je le connais bien. On a longtemps travaillé dessus pour des migrations auprès de certains clients, mais je vais te laisser le détailler davantage, Loïc. Je pense que là, on va vraiment reprendre un détail, en tout cas, sur l'activité et la non-activité du contenu sur la plateforme. Et je pense que ça va répondre et en tout cas lever le voile ou plutôt en surprendre quelques-uns sur la session. Alors tout à l'heure, on a pu voir effectivement des informations, on va dire plutôt de type data catalogue, donc c'est ni plus ni moins que de la documentation, mais avec une certaine codification. Là, en fait, c'est pour vous montrer effectivement que l'outil est capable de faire de la documentation, aussi bien à un haut niveau qu'à un niveau bien plus détaillé. Donc dans ce premier exemple, on a ici, un listing qui est réalisé, du nombre de documents et d'instances à travers, les 3 principaux groupes, hein, donc tout ce qui est, inbox, tout ce qui est documents publics et documents personnels. Donc là, on a voilà, le détail du nombre de documents qui existent pour ces différentes ressources, enfin différentes catégories de contenus, avec la volumétrie bien entendu aussi que ces documents et que ces instances, prennent au niveau du file store. Donc voilà, c'est la capacité de faire voilà, du listing et de la, une sorte d'assessment hein, au niveau macro. Et puis on est capable aussi, bien entendu, d'aller plus dans le détail. Donc là, vous avez sur ce deuxième exemple, un document qui provient donc d'un inbox. Et on peut voir que pour ce document-là, on est capable de documenter en quelque sorte son ossature. Donc ici, on peut constater pardon, que ce document est constitué d'un certain nombre d'objets, que ces objets sont tous dans la même requête qui s'appelle query 1, qu'on a qu'on a un filtre de query et qu'on a également aussi une variable de document dans le document. On a une option qui par défaut n'est pas activée, mais qui peut l'être si ça vous intéresse, qui est d'identifier si ces différents éléments sont réellement utilisés ou pas au sein du rapport. Donc c'est la colonne utilisée ou used en anglais, qui vous permet de savoir combien de fois potentiellement ces objets, mais surtout si ils ont été au moins utilisés une fois. Parce que ça vous permet, au-delà de connaître la conception et les éléments constitutifs de ce rapport, ça vous permet aussi d'identifier s'il y a eu des mauvaises conceptions. Vous savez tous que ça nous arrive de parfois créer des rapports un peu rapidement où on va chercher un certain nombre d'objets, on va créer un certain nombre de variables, mais au final, tous ces objets ou variables ne seront pas forcément utilisés. Ça a des impacts sur la requête qui sera envoyée au niveau de la base de données, ça a des impacts aussi sur la consommation du serveur au moment de calculer les variables après le retour des informations de la base de données. Donc, c'est intéressant de pouvoir se dire, voilà, est-ce que mes objets sont réellement utilisés? Est-ce que mes variables sont réellement utilisées ou pas dans mon graphique? Enfin, dans mon tableau, dans mes différents graphiques, dans ma restitution, dans la partie vraiment visuelle de mon rapport. Donc voilà, encore une fois, donc là, on est vraiment sur la partie documentation. On est capable de faire des choses vraiment très macro, mais également aussi des choses très micro comme, voilà, détailler vraiment l'ossature, le détail complet d'un document tel que sur ce document. Super. Alors, la partie BO, on l'a traitée. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus sur la partie data services. Et je pense que là-dessus, on va retrouver des éléments clés qui vont permettre de répondre à la fois à des problématiques d'administrateurs data services, de managers ou de développeurs, peu importe. Mais en tout cas, là, on retrouve les différents niveaux et ce qu'on est capable de documenter sur data services. Oui, tout à fait. Là, on a une sorte de patchwork, hein, des différents rapports que l'on fournit à travers donc les rapports clés en main avec Data Services, enfin,
AS pour Data Services. Donc vous pouvez constater que bah, voilà, on est capable de documenter tous les projets, on est capable de documenter tous les workflows, on est capable de documenter l'exécution des jobs. Donc sur les workflows, vous voyez, hein, on a effectivement date de début, date de fin, la durée, le nombre de lignes extraites, ce genre d'informations qui peuvent être très pertinentes. On a bien entendu aussi la documentation des data flows en tant que telle et la documentation des data stores. Donc là, vous avez vraiment un patchwork. On a vraiment pris des captures de plusieurs parties des rapports fournis clé en main pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on va être capable de documenter, du format de documentation qu'on va vous fournir clé en main, qui pourra bien entendu être ajusté en fonction de vos besoins, hein. Derrière, ça reste du document Webi, donc vous pouvez lui apporter le formatage que vous voulez. Mais ces informations vont être facilement exploitables. Vous allez pouvoir les historiser aussi. Donc c'est voilà, une des grandes forces de la solution. On le disait un petit peu plus tôt, on vient de finaliser l'aspect audit et en tout cas extraction de la donnée sur Business Object et sur Data Services. Maintenant, on va plus se concentrer sur la partie analyse d'impact. Loïc, je te laisse la main sur cette première slide. Oui, tout à fait. Bon, si vous avez un peu suivi le flow, hein, de cette présentation, on va tout doucement arriver vers l'analyse d'impact et le end-to-end lineage en fait. Donc là, on est en train de vous montrer effectivement de façon un peu isolée comment les choses s'opèrent au niveau Data Services, au niveau Business Object. Et après, à la fin, bien entendu, ça sera de mettre tout ça en relation pour avoir justement ce lineage vraiment transverse entre Data Services et Business Object. Donc là, commençons par la partie Business Object. Vous avez plusieurs rapports et je vais ici vous en montrer 3. Ces rapports vous permettent d'identifier très rapidement quels seraient les rapports impactés si jamais des modifications devaient être apportées ou en tout cas si jamais certains éléments étaient impactés. Alors, quels sont ces éléments? Alors, le premier exemple, c'est un champ, une table ou un champ en base de données, par exemple. Vous souhaitez être en mesure d'identifier rapidement quels seraient les rapports impactés si vous devez modifier une table ou un champ spécifique en base de données. Bah, vous avez ce rapport, donc encore une fois, hein, fourni clé en main avec la solution. Vous spécifiez au niveau des valeurs d'invite, et notamment donc la partie la plus importante, c'est la troisième valeur d'invite, l'expression, la partie de SQL que vous souhaitez identifier. Donc ça peut être une table, ça peut être un champ ou ça peut être autre chose d'ailleurs. Et l'outil va aller regarder donc dans les différents univers les objets qui sont constitués pour lequel on a un objet select qui reprend une partie donc de l'expression SQL que vous avez spécifiée, va faire le lien après donc du coup avec les documents Webi qui utiliseraient cet objet d'univers et viendrait faire cette restitution. Donc vous pouvez voir ici on a la liste de tous les rapports avec leur localisation qui utilisent cette partie de requête SQL dans l'object select. Donc très facile d'identifier ces éléments. On a la possibilité de le faire à partir de l'objet d'univers aussi, c'est-à-dire que vous voulez identifier tous les rapports qui seraient impactés si vous modifiez un univers ou un objet spécifique au sein d'un univers. Et ben vous avez ce rapport avec, pareil, en valeur d'invite, vous sélectionnez la source, donc l'univers, ou alors vous sélectionnez l'objet de l'univers en question, ou les deux, bien entendu, si vous voulez vraiment réduire un objet à un univers, et vous aurez donc, comme ici, la liste de tous les rapports qui utilisent cet objet, donc l'objet City qui provient d'Univers eFashion, avec en bonus, j'ai envie de dire, même l'information de quelle query héberge cet objet en particulier. Si jamais vous avez des rapports assez complexes avec beaucoup de queries, vous aurez même cette information qui vous évitera de naviguer à travers toutes les queries. Et enfin, troisième hypothèse, c'est celle d'identifier aussi les impacts provenant de modifications au sein de vos variables de documents. Vous avez des documents avec des variables de documents, des variables Webi. Dans ces variables Webi, voilà, vous allez peut-être modifier une variable, vous allez peut-être modifier une partie de la formule pour utiliser une autre fonction, par exemple. Vous allez pouvoir identifier, donc en fonction soit du variable, soit du nom de la variable, pardon, ou soit de la formule constitutive de la variable, où se trouvent les documents utilisant donc ces éléments, et pour pouvoir bien entendu opérer l'action corrective si jamais c'est une action corrective ou la modification si c'est un besoin de modification. Donc là, on peut voir que je fais une recherche pour toutes les variables qui auraient au sein de leur formule un morceau qui serait égal à égal count justement. Et donc vous pouvez voir toutes les variables, donc notamment avec la dernière colonne qui commence par égal count, sont identifiées. Vous avez le nom de la variable juste à côté et puis donc le document
dans lequel la variable est, est tout simplement, et la localisation du rapport au niveau du, euh, du dossier public ou du dossier inbox ou du dossier optionnel. Donc vous avez 3 façons très rapides d'identifier tous les impacts que vous pouvez avoir sur aussi bien les bases de données, les objets des univers, ou alors au niveau des variables de documents. D'ailleurs, avant de continuer, je vais me permettre une petite parenthèse. Si vous avez des questions, on prendra bien sûr le temps à la fin de parcourir ces questions. N'hésitez surtout pas. Vous avez une barre de chat. Vous pouvez d'ores et déjà mettre vos questions. On prendra le temps, comme je disais avec Loïc, d'y répondre à la fin de cette session. Pour tout ce qui est support de présentation, bien entendu, ce sera disponible. Donc, voilà. N'hésitez pas, si certains font des captures d'écran, sachez en tout cas que ces supports seront disponibles. Partie analyse d'impact sur Business Objects, Loïc vient de le finaliser, c'est clair. Maintenant, on va passer sur la partie Data Services, ou plutôt comprendre comment l'analyse d'impact sur Business Objects et Data Services s'intègre et comment on arrive à répondre à certaines questions qui nous permettent d'avoir enfin une réponse au Data Lineage. Bah, tout à fait. Je pense que maintenant, voilà, on a démontré que tous les éléments qui étaient importants pour réussir une analyse d'impact de bout en bout étaient disponibles dans la solution. Et ben maintenant, on va effectivement faire cette analyse d'impact cross-platform entre Data Services et Business Object. Donc, on a effectivement plusieurs points de vue. Le premier, celui que je vous montre ici, c'est tout simplement de partir d'un document. Donc, de se dire, voilà, j'ai un document Webby, j'aimerais savoir voilà, l'analyse d'impact de bout en bout, et ben, je vais pouvoir identifier quels sont les univers sous-jacents à ces différents éléments. Et je vais pouvoir ensuite aller regarder quels sont les data flows qui sont constitutifs des objets qui sont utilisés dans ces univers. Ou alors, je peux effectivement partir plutôt par le chemin inverse, partir effectivement d'objets depuis mes data flows, regarder quels sont les univers qui sont alimentés, qui pointent en tout cas vers ces objets, et in fine identifier les rapports qui seraient donc potentiellement impactés par ces objets d'univers. Et puis forcément, on peut aussi partir d'un objet d'univers et essayer de retrouver la liste des documents web impactés et du coup, derrière, quels sont les data flows qui viennent alimenter ces objets qui seraient impactés. Donc vous avez, grâce à l'extraction des métadonnées de Data Services et de Business Object, et grâce aux univers qu'on fournit avec ces deux solutions, ICE pour Data Services et ICE pour Business Object, la possibilité de récupérer ces informations indépendamment des unes des autres, ou alors après de les croiser pour avoir cette information, j'allais dire pertinente, mais en tout cas importante, lorsqu'il s'agit effectivement d'identifier et d'anticiper les problématiques ou l'indisponibilité qu'on pourrait avoir sur certains rapports si on modifiait par exemple voilà, certains jobs ETL. Merci Loïc. D'ailleurs, à propos de ce sujet là, sur lequel on arrive, j'aurais une anecdote à vous partager. Récemment, avec Loïc, on a fait ce qu'on appelle un bilan de santé en interne sur la plateforme de Business Objects d'un de nos clients. On vient simplement auditer et faire un point sur l'activité et la non-activité. Lui, dans son cadre, c'était vraiment juste avant une migration. On a fait le point sur tout le contenu de sa plateforme, ce qui était utilisé ou non utilisé. On arrivait à 95% de contenu qui n'était pas utilisé. Alors, je vous rassure, en général, on est quand même sur des données assez importantes, autour de 60% de contenu qui n'est pas utilisé. Lui, dans son cas, c'était, voilà, je vous dis, anecdotique et quelque chose que je voulais vous partager. Je parle notamment de migration, là, dans ce cadre bien précis. Avoir cette information sur le contenu qui est utilisé, non utilisé, ça va permettre dans un second temps de pouvoir soit faire du ménage en supprimant le contenu qui n'est pas utilisé, ou simplement de l'archivage. Je fais une parenthèse avec 360. Au-delà d'avoir cette possibilité d'identifier tout ce contenu, on a aussi des fonctionnalités qui permettent de réaliser en masse, voire même de façon automatisée, la suppression du contenu qu'on ne souhaite pas conserver ou alors l'archivage du contenu. OK ? Je te laisse la main, Loïc, après cette anecdote. Ici, sur ce rapport, qui donc encore une fois est fourni clé en main avec la solution, on va identifier pour chacun des documents de la plateforme quelle est la date de dernière action réalisée sur le document, ainsi que dénombrer le nombre d'actions qu'il y a eu sur ce document,
Alors, ces informations proviennent de l'auditeur, hein, de la base d'audit de BO. Donc, on est capable de communiquer aussi avec cette source d'information et de restituer l'information qui nous intéresse. Alors, si vous êtes intéressé par certains types d'actions uniquement, bah, vous aurez la possibilité de modifier et d'ajouter un filtre sur le type d'action que vous souhaitez auditer. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment le rapport clé en main par défaut, donc où on va historiser toutes les actions qui auront été archivées au niveau de votre base d'audit. Et puis, vous pouvez modifier. Vous pouvez réaliser par type de document, voilà, par périmètre, par critères de sensibilité. Libre à vous de réaliser ces différentes analyses. Mais encore une fois, l'information, elle est là. Donc, on va être capable d'identifier l'usage. Et puis, forcément, arrivé à un certain point, on va pouvoir identifier le non-usage, les documents sur lesquels il n'y a eu aucune action, pardon. Et donc, voilà, mettre en place une stratégie d'archivage, confirmer ou valider que dans le cadre de votre migration, certains documents n'ont pas nécessairement besoin d'être retravaillés et migrés vers la nouvelle plateforme, et ainsi de suite. De la même façon, sur la partie sécurité, on va être capable de l'historiser et de le comparer dans le temps? Alors, dans un premier temps, on va être capable forcément de l'extraire. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec cette matrice. La possibilité d'identifier au niveau des différents groupes, pour les différentes ressources, quels sont les niveaux de permission qui ont été accordés. Et donc, s'assurer que c'est bien ce que vous souhaitiez avoir en place. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir mener une action corrective, bien entendu. Mais là, l'idée, c'est vraiment de documenter et peut-être même de garder un historique de la sécurité pour des questions de réglementation parfois. Donc ça, effectivement, c'est une possibilité. Et après, on pourra voir qu'on a une partie effectivement comparaison où on pourra aussi réutiliser ces informations pour les comparer dans le temps. Performance, je vous rassure, ce sera la dernière fois sur cette session qu'on parlera de performance, mais c'est quand même un point important. Aujourd'hui, encore récemment, j'ai eu le retour d'un des clients qui venait de migrer, finaliser une migration, et il se posait les questions, pourquoi mes temps de rafraîchissement sont plus longs depuis que j'ai changé de version. Aujourd'hui, et il faut être assez honnête dessus, il n'y a rien qui donne la possibilité de pouvoir suivre ou répondre à ces questions. Aujourd'hui, et je vais laisser Loïc le détailler, mais on a la possibilité de suivre ces temps de performance dans le temps. Ce que cet écran, en tout cas, nous montre, c'est qu'on va être capable de documenter et de travailler, et d'analyser plus facilement, effectivement, les planifications. Côté BO, vous avez l'instance manager, bien entendu, qui vous permet de faire des requêtes et d'analyser ces éléments-là. Mais il n'y a pas vraiment d'option de documentation. Et donc, du coup, l'information, je ne vais pas dire qu'elle est perdue, mais elle est très difficilement malléable. Et puis, voilà, la partie historisation, elle n'est pas forcément non plus, comment dirais-je, euh, optimum, en tout cas pour les besoins qui nous intéressent. Ici, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est documenter. Alors ça, c'est encore une fois un exemple de rapport fourni clé en main. Donc vous avez toute cette variété d'informations que vous avez dès que vous ouvrez ce rapport et que vous le rafraîchissez. Vous allez pouvoir d'ailleurs, encore une fois, ajouter plus de détails si vous en avez besoin ou au contraire en enlever. Mais en tout cas, vous avez ces informations. Et donc là, on peut voir sur la première page de mon rapport que voilà, j'ai un certain nombre de planifications. Mais si jamais j'avais envie de me concentrer uniquement sur tout ce qui est en échec, je peux très bien ajouter cette information au niveau de mon filtre de query, regarder tous mes échecs. Vous voyez que j'ai directement l'information ici avec le message erreur lié à l'échec et avoir une information pertinente sur la raison de cet échec potentiellement. Je peux peut-être vouloir analyser toutes mes instances récurrentes et analyser du coup les temps d'exécution ou les durées pour voir si j'ai des choses qui euh, évoluent de façon négativement, c'est-à-dire certaines planifications qui, il y a quelques mois, prenaient peut-être que quelques minutes et qui maintenant prennent plutôt plusieurs dizaines de minutes. Donc ça me permet effectivement de modeler, d'afficher et d'historiser ces informations. Et puis après, bien entendu, on peut avoir de l'alerting qui pourrait être réalisé. Mais en tout cas, vous avez vraiment cet outil qui historise, qui permet de retravailler ce que vous souhaitez analyser, donc en fonction des statuts, en fonction des messages d'erreur, en fonction de la durée, en fonction des listes de destination peut-être utilisées, en fonction bien entendu de la typologie
Ici, on a beaucoup de planification de documents Webby, mais vous pouvez aussi mettre la planification de vos jobs, en l'occurrence des jobs qui exécutent justement l'extraction des métadonnées. Donc, vous pouvez vraiment ici avoir un rapport, afficher les métriques qui vous intéressent pour identifier les soucis de performance, comme ceux listés par Sacha juste avant. Sur la partie aujourd'hui, alors là encore, on a une capture d'écran d'un rendu qui est disponible sur 360. Là, Loïc, on vient justement suivre de l'activité sur les univers? Là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on fait de la comparaison. Donc, ça fait écho à ce que tu disais juste avant par rapport à la sécurité. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris maintenant, tout part d'une extraction des métadonnées de la plateforme, qui seront donc stockées dans un data mart. Et si vous décidez de conserver vos différentes extractions, on va pouvoir utiliser ces différents points de vue et comparer ce qui a été modifié justement entre les deux points de vue. Et donc là, on a un exemple pour justement les univers. Donc on a un univers qui a été sélectionné et je peux voir au niveau des différents objets ceux qui ont été supprimés entre les deux points de vue, entre les deux extractions, et ceux qui ont potentiellement été modifiés. Et cette logique, on peut aussi l'appliquer à la sécurité, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La matrice de sécurité que vous avez vue tout à l'heure, on est capable d'avoir une vue avec une dimension supplémentaire qui va venir mettre en lumière ce qui a été modifié, de ce qui n'a pas changé par rapport à la précédente extraction. Donc, un gros atout de l'outil, de par le fait qu'on historise les informations de la plateforme à un moment T, à un moment donné, c'est que si on conserve ces extractions, on est capable de faire de la comparaison dans le temps ou de l'évolution de plateforme dans le temps pour voir comment la plateforme évolue. Sur Business Objects, OK. Et sur Data Services, comment ça fonctionne? De la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir des extractions qui seront historisées et on est capable de comparer deux points de vue différents et voir ce qui a été modifié ou ajouté ou supprimé entre les deux. Donc là, ici, vous avez deux exemples, c'est deux captures d'écran. Sur la partie de gauche, on peut voir qu'on a des nouvelles informations de transform, on a un query transform avec des nouvelles cibles et des nouveaux mappings qui n'existaient pas puisque c'est surligné en rouge, donc ça veut dire que c'est nouveau, ça n'existait pas. Et on a la même chose au niveau, par exemple, d'une cible. On voit que j'ai une nouvelle cible qui n'existait pas dans mon extraction au préalable. Donc j'ai le nom de la table, j'ai le type de base de données. Je sais que c'est du SQL Server, par exemple. Voilà, donc ça me permet d'identifier ce qui a évolué entre donc deux extractions, deux points de vue, que ce soit au niveau query transform, au niveau target, au niveau source, etc. Au lieu de manuellement essayer d'identifier ce qui a pu évoluer dans le temps, vous avez ces rapports qui vous mettront en surbrillance directement ce qui a évolué, ce qui a été modifié ou supprimé. Merci Loïc. On arrive bientôt, il est 12h58, il nous reste 2 minutes pour clôturer cette session. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide, elle est plutôt là à titre, je dirais, pour un peu récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir. Dans un premier temps, la situation actuelle pour tous ceux qui utilisent Data Services et Business Objects avant 360, où on est relativement limité sur certains aspects clés. Après 360, et c'est tout ce qu'on vient de présenter avec Loïc, cette possibilité d'accès à la donnée, d'extraction, de pouvoir historiser certains éléments, les comparer. Et d'ailleurs, je revois en gras une des définitions qu'on a pu voir en tout début de session, qui est la possibilité de faire de la BI sur l'ETL Data Services. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce niveau-là.